LinkedIn Hiring Pro can't predict the future, but it can help you feel confident about future hires. Because Hiring Pro combines real-time insights and candidate data from the LinkedIn network with the criteria you've set for your role to deliver you a list of top-fit candidates. Businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Salut, bienvenue au 5e épisode spécial pour les abonnés du podcast. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Donc, si vous m'écoutez là, c'est que vous vous êtes abonné à mon podcast. Ça me motive, ce soutien-là, c'est super apprécié. Puis ça me permet surtout de continuer, en fait, d'être motivé à continuer à mettre les efforts pour vous livrer un épisode chaque semaine, mais surtout lire des livres. Donc tantôt, ce soir, à un moment ou à un autre, vous risquez de... En fait, vous allez recevoir les documents que je vous partage à vous, chers abonnés. Donc, le fichier Excel avec mes analyses de septembre, un fichier Excel vierge pour vos propres analyses et un guide d'accompagnement pour bien comprendre cet outil-là. Je répète, je vais l'écrire dans le courriel probablement, mais vous allez voir que la première fois, c'est long. Faire les analyses, ça pourrait vous prendre 1 heure, mais vous allez voir qu'à la fin, ça va être 5-10 minutes par compagnie. Ça se fait super bien. Puis il y en a plusieurs qui m'ont partagé leur analyse au cours des derniers mois. Donc on était souvent à 1 ou 2 points de différence sur 100. C'est quand même une bonne fidélité d'analyse. C'est presque un outil scientifique. Donc merci pour vos partages, merci du soutien. Et vous allez voir, dans les documents que je vous envoie ce mois-ci, j'ai mis les prix, la valeur intrinsèque des compagnies dans ma liste de surveillance. Donc les 20, 22, 23 compagnies que vous allez voir dans le haut du tableau. Attention, prudence, c'est au moment où j'ai analysé les compagnies début septembre. Donc là, on va être mi-octobre lorsque vous allez avoir cet épisode-là à peu près. Donc ça, les prix ont peut-être bougé. Donc soyez toujours prudents, c'est juste à titre indicatif. N'achetez jamais des actions dans ma liste de surveillance juste parce que c'est vert foncé. Il faut toujours creuser davantage. Des fois, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent pas bien dans la compagnie, même si les chiffres du passé sont bons. Donc, sans plus tarder, je réponds aujourd'hui à 4 questions, dont une finalement qui est presque 2 questions, donc ça va être 4-5. L'épisode est un peu plus court aujourd'hui, parce que celui de mardi a duré plus qu'1 heure, donc j'ai mis de l'énergie mardi, j'espère que vous allez quand même être rassasiés cette semaine. Donc, première question, elle vient d'Émilie. Donc, Émilie m'écrit « Bonsoir, je viens de trouver ton podcast, je suis vraiment contente, je suis en train d'écouter tous les épisodes. Merci Émilie. J'ai vu que tu étais ouvert aux questions, donc je me lance. Je souhaite me lancer dans l'investissement autonome. » Donc, présentement, tous ses placements sont chez Valeurs Mobilières Desjardins et elle est intéressée par une approche passive FNB indicielle. Elle se demandait s'il y avait des pistes, si j'avais des pistes pour elle, en fait, pour analyser les différents FNB et bien les choisir pour créer un portefeuille diversifié. Pour le moment, elle prendrait juste un petit pourcentage d'obligations car ils ont environ 30 ans et ils sont assez tolérants aux risques et très assidus dans la gestion des émotions. Bon ben, salut Émilie, merci encore. J'aurais pas continué en passant à faire le podcast si j'avais eu 130 écoutes par mois comme ça a été le premier mois. Comme ça a été le cas en fait dans le premier mois lorsque j'ai commencé le podcast. On est rendu à 15 000 écoutes et plus par mois. Donc c'est vraiment grâce à vous que je suis motivé à continuer, que je sens que j'ai des impacts. Donc autant, je vous remercie autant que vous le faites en retour pour moi. Donc c'est du donnant-donnant. Donc pour répondre à Émilie, je disais bravo de prendre en main tes finances puis de cibler une approche avec des FNB indiciels. Je disais que quand moi j'analysais les FNB, il faut d'abord savoir ce que la personne veut comme répartition, action, obligation, mais aussi la répartition géographique, secteur. Bref, faut qu'elle choisisse l'indice qu'elle veut suivre. Pour moi, c'est la première étape à faire. Une fois que l'indice est choisi, par exemple, je veux suivre le SP500, l'indice des 500 plus grosses compagnies américaines, bien, je trouve la fiche des 4-5 principaux FNB du domaine, en fait, qui suivent cet indice-là sur Google et je vais comparer principalement les frais de gestion, les rendements et je vais regarder la répartition géographique notamment ou sectorielle. Le truc ici au Canada, c'est de partir des 3 plus grosses compagnies, là, Vanguard, iShares qui est BlackRock et BMO, puis comparer leurs FNB respectifs qui suivent l'indice qui vous plaît. Ensuite, ben, ça dépend de ce que tu veux. Tu préfères-tu un FNB tout en un comme VEQT ou XEQT, 100% action, ou bien un tout en un 80-20 comme VGRO ou XGRO? Ou tu préfères cibler des indices précis avec plusieurs FNB comme les TSX au Canada ou les SP500 aux États-Unis. Donc, il manque un peu de détails pour bien répondre à Émilie, mais c'est ce que je pouvais lui répondre à l'instant où je l'ai fait, puis j'ai demandé de m'écrire si c'était pas clair. Émilie m'a répondu « Wow, je m'attendais pas à une réponse vite comme ça, j'aime bien l'idée d'un tout en un. Est-ce qu'il y a un avantage en prendre pour des indices précis si de toute façon je sais que je vais vouloir en prendre pour le Canada et les États-Unis? »
À date, elle disait que VEQT, c'est lui qui parlait le plus. Elle se demandait si c'était assez diversifié par contre. J'entends parler par certains qui ont aussi des fonds pour l'Europe et pour les pays émergents. C'est-tu un must selon toi? Elle dit, est-ce que VEQT a un bon ratio frais de gestion et rendement? Donc, je disais, ben, je suis pas conseiller financier, c'est toujours un rappel que je fais, mais VEQT, il y a du Canadien, des Américains, des États-Unis, mais également de l'international et des marchés émergents. Donc, si tu as VEQT, tu n'as pas besoin d'avoir habituellement un autre FNB international ou émergent à côté, à moins que tu souhaites surpondérer ces marchés-là dans ton portefeuille. Dans la catégorie des tout en un 100% actions comme VEQT, il y a également XEQT et GEQT, mais moi personnellement, j'irais avec XEQT parce que les frais de gestion sont un peu plus petits, les rendements un peu mieux depuis les 5-10 dernières années, ben en fait les 5 dernières années, et la répartition américaine, Canada et tout ça est un peu mieux parce qu'il y a un peu plus d'Américains dans XEQT alors que dans VEQT, je trouve que le Canada est très surpondéré, mais ça j'en ai parlé presque à chacun de mes bilans, donc je me répète un peu. Les dernières décennies, le marché américain était roi, donc il y a eu des rendements de fou. Est-ce que ça va être encore le cas? Personne ne le sait, surtout pas moi. Donc je préfère miser sur tous les chevaux et non seulement sur un cheval et faire la moyenne du marché. Moi, ça me convient absolument. Donc merci Émilie encore pour ta question, puis bon succès dans ton investissement autonome indiciel passif avec un FNB. Question numéro 2 provient d'Alix. Donc Alix disait « Bonjour, je viens de découvrir ton podcast, je le trouve très intéressant et pertinent. Merci Alix. » Elle dit qu'elle considère essentiel d'avoir une éducation financière et elle souhaite transmettre un peu de son enseignement, ben en fait de mon enseignement à ses enfants. Dans ce contexte, elle me demandait si je connaissais des livres pour les jeunes ados qui aimeraient transmettre, qui les aideraient en fait à acquérir des notions ou à les motiver à utiliser l'argent de façon intelligente. Donc, elle me disait merci d'avance et de prendre le temps de créer du contenu intéressant. Donc, merci à Alix. Ce que je lui répondais, c'est que je peux pas dire que j'ai lu ou que je connais des livres qui sont spécifiques et en fait destiné spécifiquement aux adolescents. Mes filles ont 4 et 7 ans, donc je suis pas encore rendu là. La question, je la trouvais toutefois super pertinente. Donc, d'abord, je disais, crois-tu que les livres soient la meilleure façon d'éduquer tes ados à leurs finances? C'est pas toujours les livres les plus intéressants à lire, honnêtement. Donc, est-ce qu'ils préféraient plutôt des podcasts? Il y en a d'autres que le mien, là. C'est pas juste pour faire une plug pour mon podcast, mais c'est peut-être plus simple pour les ados d'écouter des podcasts. Donc, à voir avec ce que ses enfants, elles, préfèrent. Sinon, dans les livres que j'ai lus, que je jugerais les plus accessibles et agréables à lire selon moi, c'est les 2 premiers livres de Pierre-Yves McSween, donc En as-tu vraiment besoin et Liberté 45, pas 55. Sinon, le premier livre de David Chilton, Le Barbier riche, est davantage sous forme d'histoire et plus digeste peut-être pour les ados. Sinon, le premier livre de Nicolas Birbé, Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, est assez clair et aborde selon moi les bases importantes. Donc, ça serait les 4 livres que je proposerais, mais sont pas spécifiques nécessairement aux ados. Peut-être ceux de McSween qui a quand même un ton un peu plus qui rejoint peut-être un peu plus les ados dans ses livres. Sinon, pour des livres que j'ai pas lus qui semblent s'adresser aux adolescents, je vois dans mes recherches le livre L'argent et moi et le livre Ça coûte cher être un adulte. Sinon, il y a des centaines d'autres suggestions et blogs sur le sujet sur Google, donc si vous en trouvez un qui ont apprécié après les avoir lus, merci de me faire signe. Je pourrais partager votre trouvaille aux auditeurs et à mes filles dans quelques années. Pour terminer, je l'ai invité à poser sa question sur le merveilleux groupe Facebook L'argent ne dort jamais. Donc, c'est vraiment une belle communauté, puis vous allez avoir d'autres réponses que la mienne à votre question. Donc, honnêtement, moi, s'il y a un groupe Facebook que j'ai à suggérer pour les finances, c'est L'argent ne dort jamais. Les réponses sont toujours super intéressantes. Bien sûr, il faut faire la part des choses, mais je trouve que c'est une belle communauté. Question numéro 3 de Stéphane. Donc, il dit un gros merci pour tes balados. Il y avait 2 questions, Stéphane. Première, on fait quoi avec les dividendes? Et deuxième, est-ce qu'on garde les FNB à vie ou on les vend pour prendre le profit et prendre d'autres FNB moins chers? Donc, je disais d'abord merci pour la question, mais je n'étais pas sûr de comprendre tout à fait la question. Donc, je disais en fait, quand tu reçois les dividendes, ils vont apparaître dans ton compte de courtage. Donc, tu as 2 choix après. Est-ce que tu veux retirer ces dividendes-là dans ton compte épargne ou chèque pour faire quelque chose avec cet argent-là? Ou bien réinvestir le montant dans ce que tu veux. Donc, si tu reçois ton dividende dans ton REER, mettons, tant que tu le retires pas, tu peux le réinvestir sans être imposé dessus. Donc, ce qui est le plus avantageux selon moi. Par exemple, si vous avez 50 000 $ dans le FNB XIU.TO qui suit le TSX au Canada, vous allez recevoir 3,32% de dividendes annuellement, donc environ 1660 $ par année. Habituellement, le dividende est distribué aux 3 mois, donc j'ai pas vérifié pour ce FNB-là, mais habituellement c'est ça, donc ça donnerait environ 415 $ aux 3 mois qui s'ajoutent dans ton compte de courtage. Tu pourrais donc remettre le 415 pour acheter d'autres parts
d'autres actions de XIU.TO, le même FNB. Tu pourrais acheter d'autres actions de n'importe quoi dans le même compte, donc Google ou un autre FNB comme VQT. Ou bien tu pourrais sortir ce 415$ là et te payer quelque chose avec. Idéalement, bien sûr, on réinvestit nos dividendes pour faire croître notre portefeuille à long terme, mais ça, c'est le choix de chacun. Deuxième partie de sa question, il me demandait est-ce qu'on garde des FNB à vie ou on les vend pour prendre le profit et en prendre d'autres, prendre d'autres FNB moins chers. Ce que je disais, c'est que le prix du FNB a peu d'importance. Donc, que le prix de l'action soit 10$ ou 30$, ça importe peu. Si la compagnie veut amasser 1 million, elle pourrait bien faire 10 actions de 100 000$ ou 100 000 actions de 10$. Au total, tu auras la même valeur d'1 million pour ton argent. Tu vas acheter juste plus d'actions moins chères ou moins d'actions plus chères. Ce qu'il faut regarder, c'est la qualité du FNB, donc le rendement, les frais de gestion et l'indice qu'il suit. Donc, est-ce que l'indice qu'il suit ou la répartition action-obligation, la répartition géographique, le type d'action inclus dans l'indice. Donc, si tu décides de suivre le TSX et que tu juges que XIU.TO c'est le meilleur FNB pour faire ça et que tu vérifies chaque année qu'il le demeure, ben tu le gardes, peu importe le prix des autres FNB. Donc, si le FNB, par exemple, FF.TO qui est inventé, là, suit le TSX, le même indice que XIU et ses actions sont moins chères, c'est probablement juste parce qu'il y a plus d'actions en circulation, donc ça change rien. Donc, si tu vends une action chère XIU pour aller dans le FNB FF.TO qui suit le même indice, t'es pas gagnant, tu vas juste payer des petits frais peut-être de transaction pour aller suivre le même indice dans un FNB qui est moins cher, mais qui suit la même chose de façon générale. Donc, j'espère que ça répondait bien à tes deux questions, Stéphane. Je n'étais pas sûr si j'étais dans le champ ou pas, mais merci d'écouter le podcast et j'y avais souhaité un bon week-end, mais je ne sais pas quand il va écouter cette réponse-là, même si je lui ai déjà répondu par écrit. Quatrième et dernière question pour l'épisode des abonnés d'aujourd'hui. J'ai anonymisé le nom de l'auditrice puisqu'il y avait des montants d'argent assez précis dans l'exemple et je lui ai pas demandé sa permission de divulguer son nom, donc je vais l'appeler Madame L. Donc, elle m'écrivait « Bonjour, je viens de commencer ton podcast aujourd'hui. J'ai dévoré déjà 7 épisodes en une journée. Je trouve ça super intéressant, mais j'ai de la misère à savoir où commencer. Si j'ai 5000$ dans mon compte, quelle option serait le mieux pour investir mon argent? » Donc, 19 ans et 5000$ à investir. Donc, elle m'avait pas dit son âge encore, donc j'avais dit que c'était difficile de répondre à sa question et je lui avais rappelé que j'étais pas conseiller financier puis que j'étais pas dans une posture d'y donner des conseils, que je partageais juste mon opinion puis que cette opinion-là était biaisée par bien des choses. Je me suis lancé, donc j'avais dit que la réponse simple, ça serait de créer un compte Disnat et d'investir dans son CELI avec un FNB comme XEQT, mais que ça dépendait de bien des choses, dont son âge, son salaire, ses dettes, son fonds d'urgence, ses objectifs, etc. Je lui ai donc posé quelques questions. J'ai demandé, est-ce que tu as des dettes? Si oui, quel pourcentage d'intérêt en ferait? J'ai demandé elle avait quel âge et son salaire actuel. Si elle voulait acheter une maison un jour, elle avait-tu pensé au CELIAP? Elle avait-tu des placements à lesquels? Un fonds d'urgence? Sinon, quelle partie du 5000$ elle serait prête à placer et ne plus avoir accès à cet argent-là pendant X années, selon ses objectifs de maison, voyage, entreprise, etc. Donc, j'avais dit qu'elle peut prendre la réponse simple d'investir dans FNB XEQT dans son CELI ou répondre à mes questions pour avoir une réponse un peu plus précise. Elle m'avait répondu, elle avait dit merci beaucoup pour ton temps, c'est super apprécié. Donc, elle avait des paiements de voiture de 78$ par semaine à 7% d'intérêt. Elle avait 19 ans, elle faisait 20$ de l'heure, ce qui faisait environ 450$ par semaine. Elle aimerait acheter une maison un jour, mais elle ne sait pas c'est quoi un CELIAP. Elle avait 4300 dans un compte épargne et elle avait 1300 dans un compte chèque présentement et le 4300 qu'elle a mis dans le compte épargne, donc elle ne savait pas vraiment comment faire de l'argent avec cet argent-là. Elle était prête à mettre le montant, donc le but c'est toujours de garder 1000$ dans son compte chèque en cas d'urgence et de placer le surplus. Et elle demandait est-ce que Disnat ça se crée avec notre compte Desjardins. Donc, j'avais dit, wow, bravo de t'intéresser à tes finances à 19 ans. J'avais pas cette maturité-là à son âge. Donc, j'ai dit, sinon, au regard de son taux d'intérêt à 7%, je lui suggérais d'abord de rembourser sa dette au complet si c'était possible de le faire avant de commencer à investir. Si c'était impossible pour elle et qu'elle souhaitait être propriétaire un jour, la meilleure option, mais c'est d'investir dans le CELIAP. Je lui expliquais qu'en gros, le CELIAP combinait les avantages du CELI et du REER. Donc, mettons que tu places ton 4300 cette année, tu reçois un retour d'impôt qui peut changer selon ton salaire, ta tranche d'imposition et tout ça, où elle peut différer justement ce retour d'impôt-là parce qu'elle n'a pas un gros salaire à plus tard, donc elle va faire plus d'argent. Et je disais qu'elle peut mettre maximum 8000$ par année dans ce nouveau compte-là, donc lorsqu'elle va acheter sa première propriété, elle va pouvoir sortir l'argent sans aucune pénalité.
Donc, je lui avais résumé ça rapidement, mais je disais qu'ici, pour moi, le meilleur endroit pour investir son 4300$, c'était dans le CELIAP. Donc, c'est pas encore toutes les institutions qui l'offraient lorsque je lui ai écrit, mais là, ça s'en vient pas mal à ce moment-ci. Toutes les institutions, je crois, devraient l'offrir. Donc, une fois son choix est fait, CELI, CELIAP ou quoi que ce soit, ce qui devrait être CELIAP selon moi, il fallait qu'elle décide qu'est-ce qu'elle veut mettre dedans. Est-ce que 100% action, un peu d'obligation? Donc, rendu là, je disais que je pouvais discuter avec elle un peu plus tard si elle souhaitait pour voir les options qu'elle a. Donc, bien sûr, de façon tout à fait bénévole, là, juste une petite réponse écrite rapide et non nécessairement un des accompagnements que j'offre un peu plus dense. Donc, je disais que la première étape, bon, comme je répète, c'était rembourser son prêt auto, ouvrir son compte CELIAP, puis ensuite ben, aller sur Disnat, soit si elle veut le gérer tout seul ou faire affaire avec un conseiller financier. Donc, je disais que ça peut être lourd de se créer un compte Disnat quand on n'a jamais navigué là-dedans. Donc, j'avais envoyé un fichier PDF avec toutes les étapes, étape par étape, là, vraiment, j'apprenais par la main pour créer son compte Disnat. Donc, il y avait 14 étapes, fais ça, fais ça, fais ça. Et elle m'avait répondu finalement qu'elle n'avait pas les moyens de rembourser la dette au complet. Il restait 9000$ sur sa voiture, mais elle disait merci beaucoup. Et elle m'est revenue plus tard, puis on a pris les décisions ensemble. Là. Donc, mais je disais qu'en remboursant tout de suite sa dette sur sa voiture de 9000$ ou une partie de sa dette, elle allait payer des intérêts juste la moitié du montant. Donc, au lieu de payer 7% de 9000$, mais elle allait payer 7% de 4700$ si elle utilisait son 4300$ pour rembourser une partie de sa dette de voiture. Tout ça, bien sûr, si c'est possible de le faire sans pénalité. Donc, pour faire un chiffron, elle sauverait environ 500$ par année. En fait, 500$ sur les années qui restent à payer. Donc, 2-3 ans à peu près, j'avais estimé. Donc, je résumais tout ça en disant, dans ton cas, c'est peut-être mieux d'y aller avec le CELIAP ou de payer la voiture. Les deux choix sont bons, donc à toi de voir. Bonne réflexion. On s'est reparlé depuis et tout va bien pour Madame L. Donc, c'est tout pour ce 5e épisode des abonnés. N'hésitez toujours pas à me poser vos questions pour les prochains épisodes spéciaux des abonnés. À partir de l'épisode 6, on tombe vraiment dans les questions qui m'ont été posées spécifiquement par ceux qui se sont abonnés au podcast. Donc, encore une fois, merci pour votre soutien, ça me touche vraiment et on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier.